Alors, euh, chers collègues, il me revient donc de faire la première intervention et cette intervention va porter sur les changements actuels dans l'économie mondiale et leurs conséquences sur les différents pays. Nous avons 6 problèmes importants. Le premier, c'est évidemment l'évolution contrastée du commerce mondial, mais qui montre une fragmentation évidente depuis 2020. Deuxième question, qui est liée à la première, c'est la montée en puissance du groupe de pays que l'on appelle les BRICS. La troisième question, c'est un phénomène de déglobalisation, une déglobalisation de plus en plus évidente, mais qui, et il faut le rappeler, fut initiée par l'attitude des États-Unis. Quatrième problème, c'est le fait que cette déglobalisation est en train d'atteindre le système monétaire international. Et nous aurons plusieurs interventions, évidemment, qui vont porter sur ce point. Le cinquième point, c'est quelles sont les tendances contradictoires pour la recomposition d'un ordre international et qu'est-ce que sera le fameux nouveau monde que l'on nous promet maintenant depuis plusieurs années. Et enfin, évidemment, quelles sont les conséquences sur le modèle de développement des principaux pays. Alors, si j'en viens à mon premier point, il est très clair aujourd'hui que 4 choses sont en train de changer. Alors, la première, c'est que les États-Unis, qui disposaient, alors, depuis 1945, mais vraiment depuis 1990, d'une totale suprématie à la fois militaire, bien sûr, mais économique, politique et culturelle, ce qui est important, eh bien, cette puissance américaine rassemblait la totalité des caractéristiques de ce que l'on appelle un pouvoir dominant capable d'influencer l'ensemble des acteurs sans avoir à user directement de sa force. Ce type de pouvoir dominant, qu'on peut aussi appeler hégémonie, s'était traduit par l'adoption généralisée de règles de libre-échange avec le passage du GATT à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1994. Je rappelle que lors de sa création, à la fin des années 40, le GATT avait une politique plutôt protectionniste. Et les premières réunions du GATT visaient essentiellement à harmoniser les mesures protectionnistes et à réintégrer progressivement les pays qui avaient été défaits lors de la Seconde Guerre mondiale dans un cadre international. Il y a eu tout d'abord l'entrée de l'Allemagne fédérale à l'époque, puis l'entrée du Japon. Bon. Et ce n'est qu'à partir des années 60 que le GATT a commencé à s'orienter vers des mesures de libre-échange, mais qui sont toujours restées beaucoup moins développées que celles qui ont été prises par l'OMC. Alors, ce cadre et cette hégémonie américaine va se déliter progressivement devant les crises financières que les États-Unis ne sauront pas et ne pourront pas contrôler. Alors, bien sûr, on pense à la crise des subprimes 2008-2010, mais déjà, si on regarde la crise financière asiatique, que malheureusement vous connaissez parfaitement parce que c'est aussi la crise financière en Russie, eh bien, dans cette crise financière, les États-Unis ont été incapables de porter remède à cette crise, en particulier dans le cas de la Corée, et dès 1998-1999, le rôle de la Chine est apparu extrêmement important dans le contrôle des événements pour éviter que ces événements prennent un tour parfaitement catastrophique.
Donc voilà, il y a d'abord eu des échecs des États-Unis, bien entendu des échecs militaires aussi, que ce soit en Irak ou que ce soit beaucoup plus récemment en Afghanistan. Et puis, il y a eu l'émergence rapide de nouvelles puissances. On pense évidemment à la Chine, à l'Inde, au Brésil. On pourrait y ajouter aussi l'Indonésie et la Turquie, ou alors d'anciennes puissances qui ont su se réinventer, comme la Russie. Il faut maintenant s'attacher un petit peu à la crise financière des années 2008-2010, celle que l'on nomme la fameuse crise des subprimes, parce qu'elle a été un moment important dans la remise en cause de l'ordre mondial qui était apparu en 1991-1992, tout comme elle fut un ébranlement majeur dans l'ordre économique. Là encore, l'incapacité des États-Unis à contrôler cette crise, et je rappelle que cette crise, elle est née dans leur espace, sur le territoire des États-Unis, dont sa diffusion, c'est quelque chose qui a beaucoup fait pour la méfiance des autres pays envers l'hégémonie américaine. Et donc, d'un ordre mondial qui s'apparentait à une Pax Americana, eh bien, on passe à autre chose parce que cet ordre mondial est en train de rapidement se décomposer du fait des incapacités des États-Unis, du fait aussi des erreurs commises par leurs dirigeants et bien sûr de la montée d'autres puissances. Et donc, on voit que la globalisation, alors j'insiste sur le fait que la globalisation, pour moi, ce n'est pas le libre-échange, ou ce n'est pas en tous les cas seulement le libre-échange. C'est l'idée qu'un corps commun de règles peut gérer l'ensemble des activités économiques, voire politiques des États, et que l'économie est capable de se substituer aux politiques. Bon. Eh bien, dans ce sens-là, cette globalisation qui avait été acceptée comme un cadre unique des activités économiques et politiques, ou qui était en passe d'être acceptée, a commencé aussi à se déliter rapidement et à être remise en cause, d'ailleurs, dès avant la crise de 2008-2010, par l'émergence des BRICS. Alors, cette montée en puissance des BRICS, elle est tout d'abord assez paradoxale. Il faut rappeler que les BRICS, au départ, c'est une idée occidentale et c'est une idée essentiellement financière. Les BRICS, c'était l'ensemble des marchés financiers émergents. Et d'ailleurs, l'expression vient d'un analyste de Goldman Sachs, Jim O'Neill, qui avait publié un premier papier en 2003. Ce qui est intéressant, c'est que les pays dont les marchés étaient dits émergents se sont réappropriés cette appellation et ils l'ont progressivement, enfin, ils ont transformé toutes ces appellations qui étaient au départ simplement des formes de désignation venant d'une grande banque américaine. L'institutionnalisation progressive des BRICS, alors que ce soit la création de la nouvelle banque de développement, la tenue de sommets réguliers, la création d'un secrétariat, s'accélère après la crise de 2008-2010 et transforme progressivement le groupe de ces pays en une structure proposant un mode de développement alternatif. Autrement dit, les pays des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, deviennent progressivement, ça ne s'est pas fait en un jour, une forme de référence pour le Sud collectif. Et quand vous parlez à des collègues en Algérie, des collègues au Maroc, des collègues égyptiens, voire des collègues qui travaillent dans des pays de l'Afrique subsahélienne,
c'est très net depuis plusieurs années que pour eux, les BRICS sont une référence en termes de développement. Alors, le groupe des BRICS a changé une nouvelle fois de nature quand en 2022, on a été confronté à une demande d'adhésion extrêmement importante, 19 pays, dont 8 sont identifiés, les autres, pour diverses raisons, ne tiennent pas à être identifiés, et que le PIB cumulé a dépassé celui du G7. Je vous montre deux choses. Tout d'abord, voilà la liste des pays initiaux des BRICS et la liste des pays ayant demandé leur adhésion aux BRICS: Algérie, Argentine, Arabie Saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran. Et de l'autre côté, vous avez les pays du G7 et puis les pays qui sont considérés comme les alliés des pays du G7, on peut dire les pays amis du G7. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la part dans le PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, on voit la ligne bleu foncé représente les pays du G7, la ligne rouge, les pays des BRICS. Et on voit que ça se coupe en 2020. Autrement dit que depuis 2020, le PIB cumulé des BRICS est supérieur au PIB des pays du G7. C'est quand même extrêmement important quand on voit que les pays du G7 étaient partis à 46% en 1992 et que les pays des BRICS ne représentaient qu'environ 16% à la même époque. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir l'évolution à partir de l'ensemble G7 plus amis, G7 plus friends et BRICS plus les pays qui sont dans un processus d'adhésion. Bien, le G7 avec ses amis est en train de tomber à 40% du PIB mondial, alors qu'il faisait presque 60% en 1992. Et inversement, on voit que les BRICS plus les pays ayant demandé officiellement leur adhésion, on ne connaît pas la liste des 11 autres pays. Peut-être que si on les ajoutait, ça ferait encore monter de manière importante cette courbe. Eh bien, on voit que les deux courbes vont probablement se couper l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, les BRICS ont changé de nature et ils sont devenus, tant par le projet qui maintenant les anime, que par la force des choses, la force des représentations extérieures, une forme de regroupement d'un Sud collectif face à un Occident collectif ou un Nord collectif, et c'est particulièrement vrai à partir du début des hostilités en Ukraine. Enfin, l'importance des BRICS dans les exportations, mais aussi dans la croissance mondiale, n'est plus à démontrer. Alors là, vous avez la part dans le commerce mondial. Alors vous voyez que les BRICS continuent de monter, et ça, c'est quand même essentiellement dû au poids de la Chine, au poids de l'Inde dedans. Les pays ayant demandé leur adhésion aux BRICS restent relativement faibles, ils ont même légèrement baissé depuis 2011, mais surtout, ce qui est très impressionnant, c'est la baisse ou la stagnation, que ce soit des pays de l'Union européenne, alors c'est uniquement leur commerce vers les pays non UE ou des États-Unis. Et donc, quand on regarde sur les statistiques de l'Organisation mondiale du commerce, du WTO, là-bas, on voit que les BRICS représentent aujourd'hui à peu près 21% des exportations mondiales et que les BRICS, plus leurs amis, plus les pays qui souhaitent y adhérer,
représente environ 26%, alors que le groupe qui comprend les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la Corée représente à peu près le même niveau. Les deux courbes se recoupent depuis 2021. Dernier point, si l'importance économique des BRICS est énorme, en fait, les BRICS restent notoirement sous-représentés dans les grandes institutions internationales qui ne se sont pas adaptées aux changements entamés depuis 2010, en dépit d'efforts d'un certain nombre de leurs dirigeants. Bon, Dominique Strauss-Kahn, pendant la courte période où il a été le président du Fonds monétaire international, mais il n'a pas été le seul, et même Madame Christine Lagarde, durant le temps où elle a été la dirigeante du Fonds monétaire international, a beaucoup tenté de donner une plus grande place aux pays émergents, et elle s'est régulièrement heurtée au refus des États-Unis, principalement, mais aussi, il faut bien le dire, à une forme de refus non formulé de la part de l'Allemagne et de la France. Alors, eh bien voilà, nous avons les pays des BRICS qui représentent pourtant un poids équivalent et même supérieur à celui du G7, ne font que 13,5% des votes à la Banque mondiale, un petit peu plus, 14,5% des votes au Fonds monétaire international, et puis dans les deux autres organisations qui sont l'IDA et le MIGA, c'est encore plus faible. Vous voyez, on est entre 7,4 et 8%. Donc là, il y a un véritable problème, et l'incapacité des pays du G7 à ajuster des institutions internationales à la nouvelle réalité, évidemment, joue un rôle important dans la perte de crédibilité de ces institutions. Donc, nous sommes confrontés à un phénomène de déglobalisation, mais le point intéressant, c'est qu'elle a été en réalité initiée par la puissance dominante, ou l'ancienne puissance dominante, faut-il dire, les États-Unis. Alors oui, le phénomène de déglobalisation est évident. Il y a un recul du multilatéralisme important depuis 2010, qui a été d'ailleurs constaté dans les organisations internationales. Je rappelle la fameuse déclaration de Carmen Reinhardt qui date de 2021, selon laquelle le Covid aurait été le dernier clou dans le cercueil de la globalisation. À dire que c'est le dernier clou, ça veut dire que d'autres événements ont commencé à porter leur propre clou. Ça prend aussi effectivement la forme de mouvements de reshoring. Alors, ce qu'on appelle le reshoring, c'est le fait de cesser de faire des investissements dans un pays pour les faire dans un pays qui est plus proche ou qui est considéré comme plus amical. Et ça, c'est évidemment le problème du friendly shoring. Alors tout ceci s'accompagne d'une stagnation du commerce mondial en pourcentage du PIB. Et là, on voit que, alors évidemment, l'ensemble des exportations mondiales, par construction, est équivalent à l'ensemble des importations mondiales. Bon. Et on voit que la part de ces exportations avait augmenté de 70%, en fait, même un peu plus, de près de 80%, jusqu'au début de la crise des subprimes, donc une augmentation très rapide. Ça retombe, ça réaugmente après, mais ça stagne. Et puis, il y a à nouveau une forme de baisse, ça remonte un petit peu. Bref, globalement, l'idée, c'est que
on a atteint une forme, je dirais, de stagnation pour le commerce international. Et ce recul marque en réalité le recul d'un monde qui était, je dirais, principalement régi par des règles uniques. La fin de la globalisation se mesure essentiellement par le retour du politique, et non pas de la politique. La politique, c'est autre chose. Le politique, c'est ce que l'on appelle, en fait, le rapport ami-ennemi. Quels sont mes amis? Quels sont mes ennemis? Et c'est ce rapport qui structure, en réalité, les relations du politique au sein des relations internationales. Sauf que ce changement fut en réalité initié par les États-Unis. En effet, cette remise en cause du multilatéralisme est venue du fait que les États-Unis ont cherché à instrumentaliser les règles du commerce international. Alors, il faut ici rappeler, il y a toute une série de lois américaines, certaines votées pour d'excellentes raisons. C'est le cas du Foreign Corrupt Practice Act. Quand il est voté en 1977, il ne pose pas de problème. Mais il y a des modifications qui surviennent en 1998 et surtout, il y a une application agressive à partir des années 2000 qui vise à pénaliser certains pays au profit des États-Unis. Alors, au Foreign Corrupt Practice Act vient s'ajouter le Foreign Account Tax Compliance Act, même chose, qui a un aspect extrêmement négatif et qui est utilisé en fait comme une forme de mesure protectionniste qui ne dit pas son nom par les États-Unis. Et après, on a le fait que le retrait américain de l'accord de Vienne avec l'Iran, ce qu'on appelait le Joint Comprehensive Plan of Action, n'a pas visé seulement à isoler l'Iran, mais à appliquer la menace de représailles sur des pays qui commerceraient avec l'Iran, tout simplement parce que ces pays commerçaient en dollars. Et là, on a été confronté à une forme d'application extraterritoriale du droit américain. Et en fait, les principales victimes, si vous voulez, de ce retrait de l'accord américain, de l'accord de Vienne, ça a été essentiellement la France et l'Allemagne. Alors, cette déglobalisation, elle atteint désormais le système monétaire international. Cet ordre international s'est délité dans le domaine monétaire et il faut d'abord rappeler que celui-ci reposait depuis la fin des accords de Bretton Woods. Vous savez, cette fin qui a eu lieu en 2 temps, les accords de la Jamaïque en 1971, les accords du Plaza en 1973, et c'est là où on peut dire que le système de Bretton Woods est mort. Bon. Donc, ce qui lui a succédé, qu'on appelle indûment maintenant le système de Bretton Woods, pour moi, ce n'est plus du tout le système de Bretton Woods. On pourrait peut-être l'appeler le Bretton Woods 2 et encore. Eh bien, c'était un système d'étalons dollars. Alors que le système de Bretton Woods, c'était un système d'étalons or avec bien entendu l'utilisation du dollar et avant de la livre sterling comme intermédiaire entre chaque monnaie. Bon. Ce système, en réalité, a toujours été relativement dysfonctionnel, mais son côté dysfonctionnel est devenu de plus en plus évident dans les années 2000. Un certain nombre d'économistes l'avaient dit, que ce système était dysfonctionnel. Et la thèse qui avait été défendue
par notre collègue Michel Aglietta, qui fut mon directeur de thèse, d'une fin des devises clés, thèse qui était assez convaincante quand elle a été formulée. Je rappelle que la publication de son livre « La fin des devises clés », c'est 1986. Autrement dit, le remplacement des monnaies de réserve par des monnaies multinationales a pour l'instant été un échec. Par exemple, la part de l'euro, dont Michel Aglietta s'était fait un petit peu le champion, reste significativement inférieure à la part des monnaies européennes dans les réserves de change. Et là, je vais vous montrer un graphique qui est très intéressant. C'est la part du dollar et de l'euro dans les réserves des banques centrales. Alors, là, la courbe en noir, c'est en fait les anciennes monnaies européennes, essentiellement le Deutsche Mark, le franc, le florin hollandais et l'écu. Bon. Ces monnaies représentaient environ 27% des réserves des banques centrales en 1995. Quand l'euro est créé, il est certainement très inférieur. Et on peut le comprendre. C'est d'ailleurs la période où la part du dollar dans les réserves monte parce que les opérateurs se méfient de l'euro. Et ils se méfient de l'euro pour des raisons assez naturelles. Et puis, ils prennent progressivement conscience. Donc, on voit que la part de l'euro monte, reste toujours inférieure à ce qu'étaient les monnaies européennes avant la création de l'euro. Et en fait, elle ne va dépasser cette limite qu'au pire moment de la crise de subprime, entre le premier et le troisième trimestre de 2009. On pourrait croire que ça continuera à monter. Eh bien non. La part de l'euro se remet à baisser et aujourd'hui, l'euro est autour de 20% et il n'est pas loin en fait du niveau qu'il avait à sa création. Donc il est très inférieur à ce que représentaient les principales monnaies des pays européens qui ont constitué l'euro en 1995. Pour autant, cela n'a pas profité au dollar et le dollar continue de descendre. Alors, ça a profité à qui? Vous voyez, là vous avez une descente et vous voyez par exemple que pour le quatrième trimestre de 2022, le dollar est inférieur à 58,5% des réserves des réserves de change des banques centrales. Alors, c'est important, mais c'est bien moins que ce qu'il était avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'euro a été rattrapé puis dépassé par les autres monnaies. Alors, ces autres monnaies, que sont-elles? Un petit peu le yuan, mais qui reste assez faible. La livre sterling, le yen japonais, le dollar singapourien, le dollar canadien et le franc suisse. Et la livre sterling. Bon. Alors, on voit que la part de ces différentes monnaies, qui en 2018, au premier trimestre de 2018, était autour de 17%, enfin légèrement inférieur à 17%, ça a pris 4 points. On est aujourd'hui autour de 21%. Et que l'euro est passé à la 3e position. Donc, on a effectivement ce phénomène. Quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer? C'est que si le dollar et l'euro baissent simultanément, alors qu'il y a une montée des autres monnaies, eh bien, il est donc clair, et cela dès 2010, que l'on est en présence, en réalité, d'une fragmentation du système monétaire international et une tendance qui est
en partie induite par des raisons financières, bien sûr, mais qui est en partie induite par des raisons de sécurité géopolitique. Alors, c'est là où la perspective d'une monnaie des BRICS est intéressante, mais il faut bien se rendre compte que c'est un projet qui est très complexe à mettre en œuvre et qu'il ne peut être qu'un projet partiel et à long terme, et qu'il ne pourra pas déboucher avant plusieurs années. Autrement dit, nous sommes en présence d'une tendance à la perte d'influence du dollar qui est ancienne, mais qui est lente, et que pour des raisons institutionnelles, comme par exemple son utilisation massive comme unité de compte sur des nombreux marchés des matières premières. Alors je rappelle que le marché du pétrole, c'est pas simplement le prix du Brent et le prix du WTI. Vous avez chaque qualité de Brent, chaque qualité de WTI. À partir de ces qualités, vous avez le prix des produits raffinés. En réalité, ce qu'on appelle l'institution marché du pétrole, c'est un système de 90 à 120 prix, et ils sont tous pour l'instant calculés en dollars. Tant que cela restera, alors ce n'est qu'un exemple, parce qu'on pourrait reprendre le même exemple sur le marché de l'étain, le marché du tungstène, le marché des terres rares ou le marché du blé, bref. Tant qu'on restera dans cette situation, eh bien évidemment, pour des raisons d'opportunité, le dollar restera une monnaie de référence, même si sa part va continuer à baisser et de manière importante, me semble-t-il, dans les prochaines années. Et c'est pour ça que je n'attends rien d'extraordinaire à court terme de la création de la monnaie des BRICS. À long terme, il n'est pas impossible qu'elle arrive à se substituer au moins à une partie du commerce en dollars, mais cela ne pourra se faire qu'à long terme. Quelles sont maintenant les tendances de cette nouvelle ordre mondial ou de ce nouveau monde? Alors, cette déglobalisation prend en réalité la forme d'une fragmentation de l'espace international en des blocs plus ou moins antagoniques. Et là, il faut peut-être faire un rappel. La notion d'ordre mondial ou de nouvel ordre mondial, ce n'est pas une notion polémique, ce n'est pas une notion péjorative. En réalité, c'est une très ancienne notion. La première fois où on peut parler d'un ordre mondial, même si en réalité c'était un ordre européen, c'est à travers le traité de Westphalie, 1648. Et c'est à travers les travaux d'un politiste, ce qu'on appelle un politologue, mais qui était aussi à l'époque un théologien, Hubert de Groot, qui, le premier, s'est posé la question de savoir, peut-on appliquer le droit non pas à des personnes physiques, mais à des personnes morales, et qui a considéré que les États, les principautés, les royaumes étaient des objets d'un droit international. Et c'est de là que vient en réalité la notion d'ordre mondial. Or, il est clair aujourd'hui que se pose un problème important quant à l'existence de règles communément acceptées entre les différents peuples. Alors, cette fragmentation, elle est clairement visible dans l'espace monétaire et financier, et l'éclatement actuel rend malheureusement peu probable la constitution d'un nouveau Bretton Woods qui impliquerait en réalité l'émergence d'une forme de consensus international
Et on voit bien qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus international. Mais il y a des choses qui sont encore plus importantes. Par exemple, la menace d'une confiscation des avoirs russes liés à la guerre en Ukraine fait en réalité peser un risque majeur sur les flux financiers et les flux des investissements directs étrangers à l'échelle internationale. En effet, ce serait une rupture du droit international importante. Si vous voulez, dans le droit international, des pays peuvent décider de geler les avoirs d'autres pays sur leur sol. Un exemple classique, ça a été le gel, par exemple, des avoirs japonais réalisés par les États-Unis en 1940. Bien. Mais le gel n'est pas une confiscation. Et ce dont on ne se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un débat sur cette question de la fameuse confiscation des avoirs russes, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que pour passer du gel à une confiscation, il faudrait en réalité une décision internationale. Et il n'y a pas de consensus là-dessus, évidemment pas. Donc, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, dès qu'il y a des réunions techniques, par exemple dans l'Union européenne, Madame von der Leyen peut dire oui, il faut absolument confisquer les avoirs russes. Et qui s'y oppose? L'Allemagne, en particulier. Parce que l'Allemagne se dit, mais si on commence à confisquer les avoirs russes, ça va mettre en cause tous nos investissements directs étrangers allemands hors d'Allemagne. Et si vous voulez, il y a une très forte prise de conscience que ce qui est en jeu, c'est le maintien de règles minimales de coordination au niveau international. De même, la décision de pays producteurs d'hydrocarbures du Moyen-Orient de commencer à sortir de la zone dollar est certainement une des formes les plus significatives de cette fragmentation monétaire. Ça a été la décision de l'Arabie saoudite. Il y a aussi des décisions similaires de l'Iran, des Émirats arabes unis, de Bahreïn. Et on arrive à cela, c'est que un contrat de livraison de gaz naturel liquéfié, le GNL en français, LNG en anglais, eh bien, un contrat passé entre Total et les Émirats arabes unis a été, pour la première fois, libellé en yuan. Donc, il y a bien là une fragmentation à la fois potentielle, mais déjà une fragmentation réelle de l'espace financier. En même temps, cette déglobalisation apparaît aussi largement comme une désoccidentalisation du monde, désoccidentalisation qui se traduit avant tout, mais pas uniquement, dans la contraction de l'influence internationale de l'Europe. Alors, si vous voulez, on avait le village global. Hein. On se rappelle cette fameuse formule créée par McLuhan, qui était à la fois un linguiste et un spécialiste de communication. Et il avait parlé d'un village global dans lequel on parlait essentiellement anglais. Mais en réalité, d'abord, on voit que l'usage de l'anglais tend à diminuer avec la montée d'autres langues, mais surtout, quand il parlait de village global, McLuhan voulait dire que on allait vers des représentations du monde relativement convergentes entre les différents pays. Bien sûr, il y aurait toujours des désaccords entre les pays, mais que globalement, cette manière de voir des pays tendrait à s'unifier. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il y a aujourd'hui une montée des représentations divergentes
de la part du Sud global ou du Sud collectif par rapport aux représentations du Nord global ou du Nord collectif. Et cela se traduit par la montée des médias du Sud. Alors, on a beaucoup parlé du succès dans le monde arabe de la fameuse chaîne de télévision Al Jazeera, mais ce que l'on n'a pas vu, c'est la montée des journaux indiens, qui sont tous des journaux avec une édition dans une langue indienne, l'hindou, etc., et en anglais. La montée progressive en puissance de journaux de Singapour, de journaux chinois, essentiellement publiés à Hong Kong, donc de journaux de Singapour, de journaux thaïlandais, de journaux sud-africains, kenyans, nigérians. Et là, si vous voulez, le problème, c'est que en Europe, nous sommes restés extraordinairement focalisés sur, je dirais, nos propres organes de communication, sans voir cette montée impressionnante au niveau international des autres organes de communication. Alors, l'Europe est la plus touchée, essentiellement parce qu'elle a abdiqué toute autonomie politique et qu'elle n'a pas su construire un soft power global. Il faut maintenant espérer que cette constitution en bloc antagonique permettra le maintien de flux commerciaux, financiers et scientifiques, bien sûr, au travers de ces différents globes. Et ça serait le passage d'un monde global à un monde connecté. Et de ce point de vue-là, il y a des analyses qui sont faites au sein du Club Waldheim qui me semblent tout à fait intéressantes. Nous sommes de moins en moins dans un monde global, mais la connexion tend à se maintenir. Et c'est, je pense, je dirais, un facteur d'espoir de trouver une solution, si vous voulez, à cette déglobalisation un petit peu sauvage qui se passe. En effet, les flux de marchandises, les flux financiers, les flux d'informations, les flux scientifiques ne vont pas s'arrêter, mais, et c'est un point essentiel, ils ne seront plus hégémonisés par les pays du Nord. Alors, venons-en maintenant au dernier point. Quelles sont les répercussions en interne dans les pays de ces changements de l'ordre mondial? Le premier point, c'est que ces changements dans l'ordre mondial auxquels on a assisté depuis la fin de 2019 ont signifié la fin du contrat social implicite qui dominait dans les pays développés. Qu'est-ce que c'était que ce contrat social implicite? C'était de dire, bon, vos salaires nominaux stagnent ou augmentent peu. Mais le prix des biens de consommation, et en particulier des biens manufacturés de consommation, diminue. Donc, votre pouvoir d'achat augmente et diminue du fait des importations en provenance des pays asiatiques, très largement. Et cette forme de stagnation des salaires nominaux permettait une très forte augmentation de la part des profits dans la valeur ajoutée globale produite. Mais cette augmentation de la valeur des profits se faisait avec une illusion que le pouvoir d'achat, si vous voulez, des personnes les moins riches se maintenait. Alors le problème, c'est que ça a d'abord éclaté avec la crise de la Covid et ça a éclaté encore plus avec les conditions de sortie de cette crise. En effet,
la forte hausse des prix qui a commencé bien avant le début des hostilités en Ukraine. Il faut quand même rappeler que cette hausse des prix, elle date au minimum de la mi-juin 2021. Et pour un certain nombre de produits, on peut même dire d'avril-mai 2021. Bon. Elle entraîne une crise d'un modèle social qui était fondée sur une financiarisation accélérée avec le maintien d'une stabilité des prix permise par des flux d'importation à très bas coût. Par ailleurs, la crise Covid et les conséquences a entraîné une prise de conscience, alors plus ou moins rapide, plus ou moins importante, suivant les pays considérés, que la poursuite d'un modèle de croissance lié à la désindustrialisation n'était plus possible. Et là, je voudrais quand même vous montrer des choses qui sont assez sérieuses. Vous prenez ici les principaux pays, vous voyez que la part de l'industrie est très faible en France, aux États-Unis, un petit peu moins en Italie. Il n'y a que l'Allemagne qui maintienne une part de l'industrie relativement importante et que globalement, la part des services apparaît quand même assez importante. Donc, on peut dire il y a grosso modo 3 modèles. Il y a un modèle franco-américano ou américano-franco-italien, modèle de très grande désindustrialisation. Il y a un modèle de maintien d'un certain poids de l'industrie en Allemagne et au Japon, mais qui passe essentiellement par le commerce extérieur. C'est le marché de l'industrie allemande, il est essentiellement à l'extérieur, même chose pour l'industrie japonaise. Et puis on a un modèle chinois de très forte industrialisation relative et qui s'appuie là à la fois sur les exportations, mais aussi beaucoup, il faut bien le dire aujourd'hui, sur le marché intérieur. Donc ça, c'est effectivement un problème qui est posé et qui, d'une certaine manière, touche les pays, je dirais, de type occidentaux, à travers cette espèce d'opposition entre modèle américano-français et modèle germano-nippon. Bon. Par ailleurs, il y a évidemment la prise de conscience des limites écologiques de l'ancien modèle de croissance. Alors, des limites qui sont trop souvent réduites à la question du dérèglement climatique. Bien sûr, c'est un problème extrêmement important, mais c'est loin d'être le seul problème, et qui inclut en réalité la question des déchets, la question de la pollution des sols et de l'eau, mais aussi la question de la vulnérabilité de nos structures sociales au développement d'épidémies. Et on a eu un très bon exemple avec le choc provoqué par la Covid-19. Alors, ces répercussions impliquent des changements de modèle de développement. Et on le voit aussi en particulier dans le cas de la Russie. La Russie, la stratégie de développement qui avait été adoptée depuis les années 2000 était fondée sur des liens de dépendance réciproques avec les économies européennes. Les économies européennes étaient dépendantes de la Russie pour des fournitures en produits d'énergie à faible coût. Inversement, la Russie achetait à l'Europe non seulement des produits manufacturés, mais aussi, il faut le dire, des produits pour moderniser son industrie. Et donc, il y avait une forme de dépendance croisée. Elle a d'abord été mise en cause par la crise de la Covid, et puis, évidemment, avec le phénomène des sanctions, ce modèle explose.
Et donc, le modèle de vente d'une énergie à bon marché contre des investissements industriels et des importations de biens manufacturés ne peut plus être tenu pour valable. Et la Russie aussi est sommée, d'une certaine manière, par la situation actuelle, de changer son modèle de développement. Et là, si vous voulez, c'est intéressant. Si on prend en moyenne, ce qu'il y a derrière le chiffre de 2016, c'est une moyenne sur 2008-2016. Bon. L'industrie est à peu près au même niveau que l'Allemagne, hein, 25,7% du PIB, 25,6% en Allemagne, même chose sur une moyenne 2011-2018. Bon. En 2022, alors, bien sûr, ça reste des estimations, hein, puisque les chiffres définitifs pour 2022, nous ne les aurons qu'à la fin de cette année, peut-être même au début de l'année prochaine. On serait passé de 25,7 à 31%. Et même chose, pour 2023, il est très probable que l'on aura toujours une forme d'augmentation, pourrait passer à 31,6%. Ce qui veut dire que la Russie s'oriente vers une forme de modèle chinois et diverge avec, alors elle n'avait pas adopté le modèle américano-français, mais elle avait plutôt adopté une forme de modèle allemand. Par ailleurs, la Russie n'est pas la seule dans ce cas. Nous avons évidemment l'Inde et la Chine, qui pourraient être, d'ici quelques mois à quelques années, être confrontés à des remises en cause similaires. Quelle ouverture pour l'Inde face aux pressions croissantes des États-Unis? Est-ce qu'un modèle néo-nationaliste, renouant avec la politique économique des années 1950-1970, autrement dit, la politique qui était menée quand le parti du Congrès de Nehru et de sa fille, Indira Gandhi, était complètement dominant. Est-ce que ce modèle pourrait revoir le jour? Même chose. Quelle dynamique pour la Chine? Alors qu'on voit bien que le conflit commercial avec les États-Unis s'envenime de jour en jour. Le voyage, c'est une anecdote, mais si vous voulez, le voyage que Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor américain, doit faire en Chine entre fin juillet et début août, vise essentiellement à stabiliser les conditions de ce conflit, mais ne vise pas à le résoudre. Plus personne n'estime que l'on pourrait aboutir à un réel accord gagnant-gagnant entre les deux pays. Bon. Et globalement, ne peut-on pas considérer aujourd'hui qu'un souverainisme économique est en train de gagner du terrain avec le modèle, enfin l'apparition de modèles d'industrialisation spécifiques en Turquie, pays très peu étudié, mais qui est extrêmement intéressant à travers l'agilité de ces formes industrielles. Bon, quoi qu'on puisse penser du pouvoir de M. Erdogan, mais il y a une Turquie qui ne se réduit pas au discours d'Erdogan et qui est vraiment extrêmement intéressante à observer. Et il y a un autre pays, alors, qui lui est tout simplement hors du radar des gens qui travaillent en France et en Europe, c'est l'Indonésie, qui s'est lancée, elle aussi, dans un programme d'industrialisation extrêmement important. Globalement, par ailleurs, il faut noter que le degré d'ouverture des BRICS a tendu à se réduire en 10 ans depuis la crise de 2008-2010. Et les pays des BRICS ont cherché à réduire leur dépendance au commerce international, et ce processus devrait naturellement s'accélérer dans les circonstances actuelles. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, le degré d'ouverture des BRICS,
classiquement, on le calcule à travers l'indice de Balassa, qui consiste à ajouter la part des exportations dans le PIB à la part des importations dans le PIB. On le voit à la veille de la crise, donc 2005-2007, il est très élevé, entre 51 et 52%. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit? On le voit baisser rapidement au point d'atteindre en 2016 autour de 37%. Excusez-moi, une baisse en si peu de temps de près de 14 points, c'est un mouvement considérable. Et un mouvement considérable qui n'a pas été suffisamment signalé au niveau international. Alors, pourquoi est-ce que les BRICS tendent à réduire leur dépendance au commerce international? C'est effectivement en forme de 3 raisons. 1, ça traduit la nécessité pour ces pays de construire et de développer un marché intérieur, ce qu'a fait la Chine, ce que tente de faire l'Inde, ce que tente aussi, mais ça ce ne sont pas des pays des BRICS, de faire la Turquie et l'Indonésie. Ce mouvement traduit aussi la prise de conscience que les échanges économiques, s'ils sont absolument nécessaires, peuvent être instrumentalisés par une puissance dominante, autrement dit les États-Unis, et donc ils peuvent, au-delà d'une certaine limite, se révéler source de vulnérabilité. La Russie en a fait l'expérience avec les premières mesures de sanctions en 2014-2015, mais aujourd'hui, une partie de l'industrie chinoise est en réalité sous sanctions. Bon, même si ce ne sont pas des sanctions de même niveau que les sanctions qui frappent la Russie, le problème n'est pas là, mais elle est sous sanctions et c'est suffisant pour amener les Chinois à sérieusement se poser la question du commerce international comme source de vulnérabilité. L'Inde y réfléchit alors qu'elle n'est pas encore touchée par des sanctions. Bref, on a une prise de conscience que les échanges économiques peuvent se révéler aussi source de vulnérabilité. Et donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à un bon sens après les excès du libre-échange? Enfin, dernier point, ces changements peuvent se traduire, et c'est une grande question, par un nouveau pacte social pour la production. Et là, il va falloir regarder un petit peu ce qui se fait dans les principaux pays d'ici 2-3 ans. Alors, venons-en maintenant aux conclusions. 4 conclusions importantes. 1, depuis le début 2022, nous assistons à une accélération, non pas à la création, mais à une accélération des transformations qui étaient déjà à l'œuvre depuis au moins une dizaine d'années dans l'économie mondiale, voire plus. Et ces transformations signent l'arrêt de mort de l'ordre mondial issu du début des années 90. Deuxième point, cet arrêt de mort prend la forme de la montée des organisations non occidentales, BRICS, OCS, dans la vie internationale. Et ça, c'est très important. Il ne peut y avoir de mort d'un ordre mondial qui est constitué par des institutions, en réalité, que si des institutions alternatives voient le jour. Et ce changement dans l'ordre mondial prend la forme d'une dé-occidentalisation du monde et entend, à tort ou à raison, je pense que les deux sont vrais, un certain nombre de choses sont fantasmées, d'autres me semblent assez réelles, plonger ses racines dans le mouvement de décolonisation des années 1950-1960. Mais, et c'est le troisième point, ces transformations affectent aussi le pacte social, qu'il soit implicite ou explicite, qui fonctionnait dans la plupart des pays développés ou des pays en développement. Et ils confrontent les pays développés essentiellement à l'impossibilité de poursuivre dans la voie qui était la leur depuis le début des années 90. Enfin, ce changement impose aux pays émergents ou en développement de se dégager de la financiarisation des activités
et de ne surtout pas tenter à imiter la trajectoire passée des pays développés. Dans les deux cas, il est aujourd'hui établi que l'État sera amené à jouer un rôle plus important, directement ou indirectement, dans l'activité économique et dans la structuration des sociétés. Je vous remercie. Jacques, je vous remercie infiniment également. Chers collègues, nous avons du temps pour prendre une ou deux courtes questions. Je souligne courtes questions. Igor, c'était très intéressant, Jacques, et vous avez abordé plusieurs différentes questions. Je voudrais revenir à ce nouveau ordre mondial, entre guillemets. Cet ordre va se cristalliser vers l'horizon de 2030 ou 2040 ou plus loin. Voilà. Bien. Je pense que la cristallisation va se faire en deux phases. La première phase pourrait être assez rapide, à travers le renforcement du groupe des BRICS, groupe qui va devoir changer de nom. On ne pourra plus appeler un groupe par les initiales de chaque pays si on se retrouve avec 12 ou 14 pays. Bon, je dis ça comme ça. Bon. Mais le renforcement des BRICS, la montée en puissance de la nouvelle banque de développement, bref, tout cela va, d'une certaine manière, constituer d'autres institutions comme référence au niveau mondial. Après, l'émergence d'un consensus, oui, pourrait prendre beaucoup plus de temps. Donc, je vois ce phénomène se passer en deux temps. Consolidation du bloc des BRICS d'ici 2030 et dans la période ultérieure, 2030, peut-être 2050, 2040, ça je n'en sais rien, émergence progressive d'un consensus international, qu'il soit hégémonisé par une grande puissance, peut-être la Chine, ou qu'il représente en réalité un véritable consensus. Merci Jacques. Nous avons du temps pour une question, une seule question. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui voudrait poser une autre question? Oui. Professeur Volkonski, vous avez la parole. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis suivant. Quelles seront les répercussions de l'émergence des hostilités politiques, voire militaires, sur, à long terme ou à court terme, les répercussions sur le développement économique, les processus économiques entre politique et militaire et le volet économique. Quelle sera la liaison? Est-ce qu'on doit considérer les développements politiques et militaires comme des facteurs principaux actuellement du développement économique? Oui, je pense que dans le moment actuel, ces facteurs politiques et militaires vont jouer un rôle important. Certainement pas un rôle unique, mais très certainement un rôle important. Et de ce point de vue-là, ça peut avoir des aspects, enfin des conséquences absolument divergentes. Pour un certain nombre de pays, la volonté de construire une réelle autonomie politique et militaire peut se traduire par un effort d'industrialisation tout à fait bienvenu.
On a des cas d'ailleurs de cela. Israël, quand à partir du début des années 70, Israël a cherché à construire son autonomie politique et militaire, à ne plus dépendre exclusivement de ses fournisseurs d'armes français et américains, ça a eu des répercussions à long terme sur l'économie israélienne. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Israël a aujourd'hui un secteur high-tech et un secteur des entreprises innovantes tellement puissant comparé à la taille du pays, bien entendu. Bon, donc, oui, ça peut être. Mais inversement, la montée de ces facteurs politiques et militaires peut aussi priver certains pays de l'accès soit à des ressources pour se développer, soit de l'accès à des marchés qui sont importants pour se développer. Et c'est pour cela que, à mon avis, les pays vont se regrouper en blocs. Parce qu'on voit très bien qu'un pays isolé, si vous voulez, la stratégie israélienne, fin des années 60, début des années 70, bon, bien sûr, elle passait des alliances. Elle a maintenu son alliance avec les États-Unis. Elle a développé à un moment donné une alliance avec l'Afrique du Sud. Bon. Mais cette stratégie n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Ça serait beaucoup plus à travers la constitution de blocs que l'on verra les aspects politiques et de défense nationale se mobiliser pour jouer un rôle, me semble-t-il, plutôt positif dans le développement économique. Allez, je vais risquer quelque chose d'un petit peu provocateur. Ne le prenez pas entièrement au pied de la lettre. Mais dans la guerre froide, nous avons eu le meilleur développement économique et social de la France. Ça peut paraître paradoxal, mais parce que c'était la guerre froide, parce que les différents pouvoirs politiques se pensaient dans une compétition politico-militaire avec l'Union soviétique, ils ont mis en place des stratégies économiques et sociales relativement progressives. C'est le gaullisme des années 60, fondamentalement. Donc, ça veut dire que une période d'affrontement, si elle est maîtrisée, et ça, c'est le grand danger dans ce type de période, peut avoir des implications relativement positives dans chaque pays. Merci Jacques. Nous avons le discutant professeur Porfirev. Il aurait dû être le discutant. Il ne peut pas, malheureusement. Il m'a demandé de le substituer, moi. Mais vu que nous n'avons pas de temps pour la discussion, je vais faire un petit résumé de ma part. Je vois que nous avons quelqu'un qui voudrait poser une question. D'accord. 3 minutes pour une question. Vous allez avoir 3 minutes après ma petite intervention. D'accord? D'accord, merci. Premièrement, Jacques, j'ai beaucoup apprécié ton rapport. Je suis toujours jaloux quand je pense de tes étudiants. L'analyse est très approfondie. Et malheureusement, je n'étais pas ton étudiant. Je le regrette toujours. Alors, 2 idées principales de ma part. Je suis d'accord avec Jacques et je suis d'accord avec professeur Volkansky. Les facteurs militaires
et plus précisément les hostilités en Ukraine accélèrent considérablement le processus de déglobalisation et la cristallisation des blocs économiques, voire aussi politiques, des blocs qu'on n'a jamais vus avant. Première chose. Grand 2. Je vais quand même contredire Jacques. Jacques vient de dire que les processus de déglobalisation et de la création du nouveau ordre mondial passeront en 2 phases ou graduellement. À mon avis, la certitude est assez importante, comme quoi le paysage mondial changera brusquement, voire même rapidement. L'histoire connaît des exemples pareils. Parfois, les changements s'accumulent, et à un certain moment, une crise globale se déclenche et les changements se déroulent rapidement. L'exemple, entre 2 guerres mondiales, on avait cette institution, la Ligue des Nations, bien connue, bien respectée à l'époque, qui a été dissolue à cause justement de la crise politique. Ensuite, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, c'est l'apparition de l'ONU. Ensuite, le Fonds monétaire. Et la configuration est devenue complètement différente au niveau global, je veux dire. À mon avis, mon sentiment veut que ce point de crise arrivera. Et après ce moment de crise, nous allons voir vraiment ce changement du format du système monétaire, du système économique, du système politique globaux. Voilà, il y avait quelqu'un qui voulait poser la question sur Zoom. Non? Levez la main, s'il vous plaît. C'était qui? Je me souviens plus. Ah non. Jacques, voulez-vous répondre à mes 2 idées? Oui, c'est effectivement une possibilité. Je ne suis pas en désaccord avec ce que tu viens de dire, Dima. Maintenant, il faut quand même rappeler 2 choses. Le basculement brutal que l'on a est lié à une guerre effroyable. J'ose espérer que nous éviterons cette guerre, même si nous pouvons avoir des hostilités, que nous éviterons une guerre de la nature de la Seconde Guerre mondiale. Bon. Deuxième chose, c'est que nombre d'institutions qui sont apparues entre 1944 et 1948, 1944, Bretton Woods, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, 1948, c'est le GATT. Donc, elles ne sont pas apparues très rapidement, il a quand même fallu 4 ans. Et puis, par ailleurs, il a fallu attendre le processus de décolonisation qui procède dans les années 50 pour que l'on arrive à une forme à peu près stabilisée. Et donc, parler d'un changement brutal, c'est à la fois vrai, mais au prix d'une guerre mondiale quand même dramatique. Et il y a une dimension qui me gêne un peu parce que l'ordre mondial d'après-guerre n'a commencé réellement à émerger qu'à partir du moment où les principales décolonisations ont été faites, l'Inde, bien sûr, l'Indochine pour la France, bon, etc. Donc voilà. Mais à part ça, j'entends bien ce que tu dis et je pense que c'est loin d'être faux. Спасибо, Жак. Я тоже надеюсь, что повтора мировой войны никогда не будет. Да.
Merci Jacques. Moi aussi, j'espère qu'on ne va pas revoir la Seconde Guerre mondiale. Et ici, je voudrais donner la parole à Monsieur Frolov.